PEFC. Un petit arbre, ça doit être bio ou je sais pas quoi, non? Le respect de l'environnement? Non, c'est la première fois pour moi. Côté bio, voilà, je sais pas. La qualité, non? La qualité de bois ou... L'écologie. Petite collectivité, petit artisanat. Je pourrais penser que c'est un produit qui n'est pas traité, qui n'a pas subi de traitement, quoi, voilà. Vous pouvez pas me souffler un peu? Mais si, bien sûr. PEFC signifie Programme de reconnaissance des certifications forestières. On peut trouver ce label sur tous les produits issus de la filière bois, de la grume au papier, en passant par la charpente, les plaquettes ou le parquet. Il certifie que le bois est issu de forêts durablement gérées. PEFC est aujourd'hui la principale certification de gestion forestière durable. Elle concerne 30% de la forêt française et 20% de la surface boisée du Limousin. Les propriétaires et exploitants doivent adhérer à une charte les engageant à respecter de bonnes pratiques correspondant à la définition de la gestion durable telle qu'énoncée à la conférence d'Helsinki en 1993, c'est-à-dire gérer la forêt d'une manière et d'une intensité telle qu'elle maintienne sa diversité biologique, sa productivité, sa capacité de régénération, sa vitalité et sa capacité à satisfaire actuellement et pour le futur ses fonctions écologiques, économiques et sociales sans causer de préjudice aux autres écosystèmes. En Limousin, l'association PEFC a été créée en 2001 par le CRPF, le Centre régional de la propriété forestière. Elle est constituée de 3 collèges, celui des propriétaires, celui des utilisateurs, principalement les industriels, et celui des consommateurs. À mon avis, un des gros avantages de PEFC, c'est d'avoir réussi à réunir ces 3 collèges sur des objectifs communs. Alors qui peuvent sembler effectivement, pour certains, trop peu ambitieux, mais qui ont le gros avantage de faire un consensus et de permettre aux gens de discuter sur l'amélioration de cette charte de qualité. PEFC n'a pas réinventé la gestion forestière. PEFC a simplement identifié dans une gestion forestière qui est déjà considérée comme plutôt bien faite, éventuellement les points qui étaient plus délicats ou sur lesquels en tout cas il fallait progresser pour mieux prendre en compte notamment les données environnementales. Pas le fait de ne plus faire de coupe rase, mais le fait par exemple au moment des coupes de respecter les cours d'eau, de ne pas détruire les chemins, de pas faire des ornières de 2 mètres de profondeur. Alors, je sais pas coupe rase, parce que PEFC s'engage pas, enfin, dans le cahier des charges de PEFC, on n'interdit pas les coupes rases. Et on peut pas, et heureusement qu'on n'interdit pas les coupes rases. Parce que j'imagine mal comment on pourrait gérer la forêt du Limousin sans coupe rase. Mais après, là, ça pourrait nous entraîner dans... Le cahier des charges, celui du propriétaire comme celui de l'exploitant, ne rassemble que des recommandations vagues, tantôt non quantifiées, tantôt difficilement applicables ou invérifiables. Il comporte des formulations telles que « s'efforcer de », « prendre toutes les dispositions pour » ou « tout mettre en œuvre pour », mais il n'empêche ni ne limite les pratiques caractéristiques de l'exploitation forestière intensive. Il n'exclut ni coupe rase, ni bulldozer, ni monoculture de résineux, n'indique aucun quota de bois mort à l'hectare, tout en laissant 5 ans aux signataires pour s'aligner sur ces recommandations. Il permet en fait aux industriels d'être éco-certifiés sans rien changer de leur mode d'exploitation forestière. Et c'est là que ça se complique. Lorsqu'on est propriétaire et qu'on s'informe auprès de PEFC, les réponses laissent perplexes sur le type de gestion qu'ils appellent durable. Pour nous, si vous voulez, tout ce qu'on veut, c'est nettoyer la forêt. Oui, bien sûr. Et après, vous prenez un engagement avec PEFC pour 5 ans en gestion durable, donc ça vous engage pas non plus à des choses impossibles. Hein. C'est juste que vous n'allez pas tout mettre des pesticides, mettre de l'huile dans les cours d'eau. Non, nous, ce qu'on veut... Des charges. Oui. Et puis la politique, et vous verrez, il n'y a rien d'impossible. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'après, il y a quand même une cotisation à payer et vous pouvez venir faire un petit contrôle chez vous. D'accord. Par échantillonnage, hein. Je ne vois pas les 4000 propriétaires.
Et en fait, c'est juste on envoie un papier avec un chèque et après on est certifié. Je vous envoie après un numéro Ouais. et une attestation que vous donnerez à votre exploitant. Et qu'est-ce qui se passe si vous venez et que vous voyez que j'ai coupé pour mettre du Douglas, quoi? Il n'y a aucun souci, de toute façon vous aurez reboisé. Après, chacun choisit ce qu'il veut en reboisé. Ah oui, d'accord, ok. Oh, bah ça c'est bien, c'est pratique, c'est pas... Moi c'est pas... Non, c'est pas contraignant à ce point. Ah ouais. D'accord, ok. Ok, bon bah écoute. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'autre chose. Ok, bon, bah je vous remercie. Merci, au revoir. Je crois que c'est suffisamment clair. La personne de PFC nous l'a très bien expliqué. À partir du moment où je rase ma forêt, aussi riche en biodiversité soit-elle, avec des chênes, des hêtres, des vieux arbres, mais qu'à la place, je plante des Douglas, je remplace des arbres par des arbres, je fais de la gestion durable. Et ça, c'est du PEFC. C'est ça qui est vraiment très grave. C'est on n'a absolument pas de prise en compte de la biodiversité. Donc on est dans une dimension, en fait, de la forêt, uniquement basée sur la production. Faut pas se leurrer, c'est un leurre, c'est un certificat qui ne garantit rien aux consommateurs. Dans ce cahier des charges, on ne trouve pas d'engagement plus contraignant que certains articles du Code forestier, de la loi sur l'eau ou d'autres réglementations en vigueur. Chaque ligne offre dans sa formulation ses échappatoires, un peu comme une passoire à gros trous, permettant à tout propriétaire ou exploitant, quel que soit son mode de gestion, d'être rapidement certifié sans contrôle préalable. Cela permet aux industriels de se fournir facilement en bois certifié. Limousin Nature Environnement représente les consommateurs et le monde associatif au sein de PEFC. Comment se fait-il qu'elle puisse cautionner cette certification ? Que ce ne soit pas le nirvana en matière de gestion de la forêt, oui, parce que c'est pas le programme de la protection de la nature, c'est un programme qui doit être accepté par l'industrie du bois. Voilà. Et si on veut que l'industrie du bois suive et progresse, il faut pas que l'élastique soit trop tendu, sinon il va casser, quoi. Donc il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans le milieu naturel, on est dans le premier maillon d'une industrie. Et PEFC, l'industrie en a besoin pour vendre, car selon une circulaire gouvernementale, tous les achats publics de bois doivent être éco-certifiés dès 2010. Pour vendre un produit certifié PEFC, il faut qu'en amont, tous les maillons de la chaîne de fabrication depuis la parcelle forestière soient eux aussi labellisés. Ce qui signifie que progressivement, tous les acteurs de la filière bois seront obligés d'adhérer à PEFC pour pouvoir simplement vendre. C'est le cas de l'entreprise Malarini, scierie et première transformation à Meymac. L'un de ses clients, International Paper à Saya, ne vend que des produits certifiés. Automatiquement, ses fournisseurs doivent l'être aussi. Il est vrai qu'on nous impose de plus en plus de règles environnementales. Il ne faut pas non plus tomber dans l'exagération. Parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. Même si on respecte ce principe-là. Après, il y a toujours derrière l'approche économique. L'idée initiale, quand les syndicats de forestiers privés européens, puisque c'est eux qui sont à l'origine de la démarche, ont eu l'idée de créer cette marque, PEFC, c'était pour faire reconnaître déjà une gestion durable qui s'appliquait dans la plupart des forêts européennes. Et en fait, pour répondre à une demande, il faut être clair, une demande du commerce, du marché, qui nous disait il faut qu'on ait des produits dont on puisse mesurer la qualité et connaître l'origine. PEFC n'impose pas plus de contraintes que la réglementation en vigueur à un point près. Les propriétaires de moins de 25 hectares ne sont normalement pas soumis à un plan simple de gestion. Une fois certifiés PEFC, au-delà de 10 hectares, ils ont l'obligation de faire gérer leur forêt. Ce qui revient à mettre sur le marché des hectares de forêt potentiellement exploitables. Un avantage pour la filière bois, qui a là un moyen d'assurer le maintien de la ressource forestière. Parce que derrière PEFC, il n'y a pas simplement les règles d'exploitation. Il y a le fait de pérenniser la forêt. C'est répondre à la demande de demain, au marché de demain. Et c'est ça l'important. Parce que demain,
si on n'a plus de massif, pour X et X raisons. Il n'y a plus d'industrie. Et la forêt n'est pas qu'une forêt récréative, c'est aussi une forêt économique. Et c'est comme ça qu'il faut l'intégrer. Et en cela, je trouve que la charte, le principe PEFC est un bon principe. Quand il y a une entreprise, il y a des salariés. S'il y a des salariés, il y a des familles. S'il y a des familles, il y a des écoles, il y a des commerces. C'est ça. C'est conserver l'espace de vie. De toute manière, c'est si on met en place un système, qu'on adhère à une charte, ou un principe, un label, peu importe lequel, il faut que ce soit difficile pour l'obtenir. Sinon, si c'est facile, tout le monde l'a. On est d'accord ? Bon, voilà, il faut que ce soit difficile. On n'est pas médaille d'or comme ça, du jour au lendemain. Il faut quand même que votre travail soit valorisé. C'est ça le but. Et PEFC, on est d'accord, c'est pas suffisamment difficile à obtenir. Vous avez raison. Ouais. Et puis, il a été créé par des industriels pour des industriels, enfin, ils sont jugés partis quand même. Ah ben oui, puis ils sont... Non mais, le label PEFC, je vous dis, c'est pas le nirvana en matière de gestion forestière. Il est comme là pour censé garantir une gestion durable. Voilà. Alors après, il faut se mettre d'accord sur la gestion durable. Voilà. Et la gestion durable de l'industriel, c'est pas la même que la gestion durable du propriétaire forestier que du... Voilà. Souvent, on résume la gestion durable d'une forêt en disant s'assurer qu'on va retrouver la même quantité de bois d'une coupe à une autre. C'est une vision qui est extrêmement réductrice, parce qu'une forêt, c'est avant tout un écosystème, avec une diversité d'arbres, d'espèces végétales, d'espèces animales. Si vous substituez cet écosystème diversifié par une monoculture d'arbres, de Douglas par exemple, dans les deux cas, vous avez effectivement des arbres, on est d'accord. Mais ça n'a rien à voir. Vous cassez un écosystème naturel pour mettre quelque chose d'extrêmement artificialisé. Nous, on voudrait que les choses soient bien claires. Une forêt, c'est un écosystème. Une monoculture de Douglas, c'est une plantation. C'est très différent. Au dire de Limousin Nature Environnement, PEFC en France aurait pour principale vocation d'amener les professionnels de la filière à respecter les lois massivement détournées, ce qui serait déjà un grand pas. PEFC ne révolutionne rien, mais, je cite, « n'abîme pas la forêt ». Soit. Mais les produits PEFC que l'on trouve dans les rayons de nos magasins ne proviennent pas forcément de France. Bien souvent, ils nous arrivent de l'étranger, et notamment de pays et de forêts où vivent des peuples autochtones dont il n'est pas fait mention dans les cahiers des charges. Si chaque pays a sa propre charte de qualité, que savons-nous par exemple de celle de la Finlande ? Si vous allez dans un magasin de bricolage, vous allez voir tout un tas de produits qui sont certifiés PEFC. Par exemple, on trouve beaucoup de lambris ou de parquets qui sont en sapin PEFC et qui viennent de forêts boréales. Alors les forêts boréales, on en parle beaucoup moins que les forêts tropicales, mais ce sont des forêts tout aussi importantes. Il y a des forêts primaires, donc des forêts qui n'ont jamais été exploitées par l'homme. Il y a des peuples qui en vivent, notamment les Samis, donc qui est un peuple éleveur de rennes, qui a une relation très forte avec la forêt. Sur les vieux arbres, on trouve des espèces de lichens qui vont être mangées par les rennes, et les rennes vont pouvoir après fournir du lait ou de la viande. Si vous enlevez les vieux arbres, vous enlevez les lichens, et donc vous avez un problème pour ce peuple. Et on trouve énormément de bois labellisé PEFC qui vient de ces forêts où il y a des coupes rases gigantesques. En 2009, PEFC était déjà présent dans 35 pays et s'apprête aujourd'hui à inclure la Chine. Selon quel cahier des charges ? Quel système de contrôle ? Que nous garantit un label provenant de pays où les lois ne font plus la loi ? Déjà les problèmes qu'on voit et qui sont compliqué à gérer en France d'améliorer la gestion forestière. Imaginez en zone tropicale, c'est un véritable carnage. En Tasmanie, c'est l'exemple peut-être le pire qu'on a trouvé avec PEFC, au sens où on a des forêts qui sont magnifiques, des forêts naturelles avec des arbres parmi les plus grands de la planète, plus de 100 mètres de haut. Et ces forêts en fait sont rasées pour faire du papier certifié PEFC qu'on va retrouver chez nous et un petit peu partout dans le monde. Donc des forêts qui sont rasées, puis brûlées au napalm, lâchées par hélicoptère. Le but c'est de nettoyer, de tout nettoyer, qu'il ne reste rien, et qu'après on puisse planter
des arbres en rang d'oignon. PEFC est en train de devenir une certification parapluie qui va abriter les pires pratiques. Retour aux latitudes du plateau. Face à ce label mondial qui s'impose à la filière bois et teinte du même vert les bonnes comme les pires pratiques forestières, la question se pose. Comment peut-on se satisfaire d'un label voyageur ? Comment peut-on accepter de faire l'économie de la transparence et des relations humaines ? Rencontre avec une entreprise qui ne souhaite pas être certifiée PEFC. L'essence même des labels, c'est un passeport pour qu'un produit ne soit pas observé à la loupe par le client. On a envie que le client se pose toutes ces questions-là, c'est-à-dire comment c'est fabriqué, d'où viennent nos bois, comment ils sont transformés, de la façon dont on travaille ici. Ça englobe tout, c'est pas simplement le produit, parce qu'on peut avoir des très bons produits qui sont fabriqués à coups de pied au cul. Le label PEFC, avant d'être une réponse environnementale, c'est une réponse de marché, c'est-à-dire c'est pour vendre, et c'est un type de commercialisation qui est un commerce généralisé dans l'espace. Mais nous, on ne cherche pas, justement, à développer ce type de commerce. Voilà. Même parce que, d'une part, parce qu'on souhaite plutôt vendre en local, mais si on ne refuse pas de vendre en national ou à l'étranger, on souhaite, de toute façon, vendre avec à des gens avec qui on a des liens. Et que ces liens qui existent avec ces gens-là, ils ne se basent pas sur une confiance en un label, mais une confiance en nos pratiques propres et en nous. Et aujourd'hui, on est dans une véritable situation de blocage où on se retrouve avec la plupart des forêts françaises qui sont certifiées et en fait, quasiment aucun progrès en termes de gestion durable. Donc on n'avance plus, on est sur une situation de blocage. PEFC cautionne la gestion industrielle de la forêt en labellisant des pratiques d'exploitation intensive comme si elles étaient exemplaires et garantes d'une gestion durable de la forêt. Mais alors que la gestion durable exige de prendre en compte les diverses fonctions de la forêt, la gestion industrielle ne s'intéresse qu'à sa fonction productive, au mépris des autres dimensions sociales et environnementales. C'est le type de gestion que l'on retrouve majoritairement sur le plateau. Alors exemple de la coupe rase, de la coupe à blanc, devant vous, chantier, gros chantier, lourd chantier, très préjudiciable finalement, qui ne correspond pas du tout au mode de gestion sylvicole que l'on attend sur le plateau. Un mauvais exemple de politique forestière. Alors les inconvénients, c'est la compression des sols, c'est une mauvaise gestion de l'eau, finalement de la ressource en eau qui va traverser ce chantier. C'est la perspective de voir un dessouchage et un gros dégrillage fait par le bulle, donc des sols ravagés pour de très longues années, pour un très long temps, et de replanter peut-être en monoculture à nouveau la même essence derrière. Mais dans ce système-là, t'es presque obligé de faire ça, puisque tu as tout planté en même temps, et donc tu vas tout récolter en même temps, à l'exception peut-être des quelques coupes d'éclaircies qu'on a pu faire avant, mais il n'y en a pas eu beaucoup, parce que tu vois, les rangées de souches, elles sont toutes alignées, et elles sont toutes fraîches. Depuis une cinquantaine d'années, il y avait un espace forestier. Bon, il n'était pas très riche d'un point de vue biodiversité, parce qu'il était essentiellement composé d'une ou deux essences qui étaient en place, mais néanmoins, il y avait sans doute une vie qui s'était installée là-dedans, même si elle n'était pas extraordinaire. Et puis, du jour au lendemain, il n'y a plus l'habitat. Et on est parti pour sans doute 10 ou 15 ans avec quelque chose qui va se reconstituer avec beaucoup de difficultés. Si tu exploitais autrement,
Par exemple, tu chercherais à faire de la futaie irrégulière. Et bien, au lieu d'avoir d'un seul coup un méga traumatisme avec tous les arbres qui s'en vont, tu viendrais prélever au fur et à mesure de la maturité des arbres, tous les 5 ans, peut-être tous les 10 ans, les arbres mûrs, mais le peuplement resterait en place en grande partie. Et tu aurais une espèce de rotation permanente qui fait que tu aurais toujours sous les yeux de la forêt. Alors que là, tu passes pratiquement du jour au lendemain, de forêt, plus forêt. Toutes les douglasaies sont remplacées par sont replantées en Douglas. Toutes les pessières, donc tout ce qui est épicéa, sont remplacées par du Douglas. Bon, 50% Douglas et le reste c'est pas remplacé. Et tout ce qui est pin est remplacé aussi en grande partie par du Douglas. Le Douglas ne serait pas tant un problème s'il était mélangé à d'autres essences et s'il n'était pas coupé si jeune. Dans les 30 premières années de sa vie, comme tous les arbres, il se nourrit du sol sans rien lui donner en retour. Rasé en général à 40 ans, dans une logique de rentabilité à court terme, les plantations de Douglas non seulement n'ont pas atteint l'âge où la productivité est optimale, mais elles n'ont fait qu'appauvrir progressivement les sols. La charte de qualité de PEFC recommande théoriquement un équilibre à 2 tiers de feuillus, 1 tiers de résineux. Une recommandation qui reste lettre morte, puisque aucune ligne de la charte ne pose de limite dans le choix du reboisement. La réalité, c'est que 90% du reboisement se fait en Douglas sur le plateau. Et donc concrètement, ce que ça va donner sur le paysage du plateau, ça va être des forêts en ligne avec une essence, donc des lignes, des rangées de plants, de pieds de Douglas. Et comme l'âge d'exploitabilité est assez faible, 40 ans, l'ambiance forestière et la maturité de la forêt n'a pas le temps de réellement s'affirmer. Et du coup, tout le cortège de la biodiversité forestière, au sens strict, n'a pas le temps non plus de venir sur place. Ce que nous appelons, nous, les méthodes culturales douces, évidemment, puisque la forêt est une culture, c'est largement mal illustré dans la gestion forestière du plateau de Millevaches, largement et souvent mal illustré. Ici, nous en avons un exemple, mais dans le domaine des coupes rases, dans le domaine de l'abattage, où d'énormes engins, finalement venus d'ailleurs de plus de 40 tonnes, sillonnent les massifs, compressent le sol, détruisent la couche d'humus, nous nous rendons compte que très souvent, les massifs forestiers sont ravagés et détruits pour de longues années. Certes, nous reboiserons encore une fois, nous obtiendrons une certaine rentabilité encore une fois, mais quid de la 3e génération d'arbres ou la 4e génération? On n'en parle pas. Quel est le mal réalisé par les exploitants forestiers quelque part, ou par l'industrie du bois? À partir du moment où on plante pour transformer. C'est ça l'important, c'est que celui qui veut, celui qui est propriétaire de plusieurs hectares, son intérêt, ok, il aime peut-être la forêt, il aime s'y balader, mais derrière il y a quand même une approche économique, c'est quand même bien sympathique. D'ailleurs, force est de constater que les mecs, ce qu'ils veulent, c'est vendre le plus cher possible, naturel. Vous croyez que c'est par bonté d'âme qu'on plante un massif? Non, c'est pour en retirer quelque chose. Et bien quand on a compris que le résineux, c'était un bois qui devait tourner le plus rapidement possible, et pas attendre forcément 60 piges pour couper ses arbres, on peut le faire. Oui, il y a des forêts qui sont faites pour ça, il y a des gens qui font ça. Mais la globalité, si on est là pour en vivre. Et à côté de ça, on a des espaces qui sont plutôt, on l'a dit tout à l'heure, qui doivent être conservés comme étant des espaces récréatifs. Ouais. Et l'objectif, c'est ça, c'est le bon équilibre de tous ces éléments. Parce que demain, si le but c'est de faire du plateau de Millevaches un haut lieu touristique, faudra attendre quelques décennies, mais puis en même temps, il n'y aura peut-être plus personne pour l'habiter aussi. On ne vit pas avec une armée de barbe à papa, quoi. Même si on a été élevé à ça, il faut en sortir.
Notre économie n'est pas du tout adaptée et ne s'est pas du tout basée par rapport aux ressources environnementales. Donc obligatoirement, si on met la production de l'environnement comme étant la limite de ce qu'on fait, naturellement, l'activité économique ne suit pas. Et si l'activité économique ne suit pas dans notre société, on ne nous écoute pas. On ne peut pas aller contre cette forêt de production puisque c'est quand même un des buts de la politique forestière, c'est de produire. Là, on doit produire 4 fois plus sur le Limousin dans les 5 à 10 années à venir, ce qui n'est pas rien, puisqu'ils ont intégré dans le calcul dans leur calcul en fait au niveau du ministère, ils ont intégré tout ce qui était ressources forestières et potentiel d'exploitabilité, d'exploitation. Des bois, ils ont inclus tout ce qui était accru forestier ou forêt de pente, qui n'est pas forcément accessible. En plus, les forêts de pente, c'est les dernières forêts préservées au niveau national. Donc en fait, les années à venir vont être particulièrement rudes d'un point de vue environnemental. Pour que la forêt puisse être jardinée, il faut que derrière on ait l'industrie qui permette d'être adaptée à l'extraction d'une forêt jardinée. C'est-à-dire que c'est pas... Si on regarde les impératifs économiques et des besoins de la société, si on passe à de la forêt jardinée, ça ne marche pas de même. Ce mode de gestion industrielle sur le plateau, il est prôné par les acteurs industriels, en particulier les coopératives qui ont une très grosse part du marché. Alors ces coopératives, elles sont dans une espèce d'engrenage, une logique, une fuite en avant, qui fait qu'elles ont investi dans du gros matériel lourd, plusieurs centaines de milliers d'euros, qui est aidé au niveau de la région. Et ce matériel, il faut l'amortir très très vite. Pour l'amortir très très vite, il faut couper. Donc il faut couper beaucoup, il faut couper souvent. Couper beaucoup, une coupe rase, on coupe énormément. Couper souvent, quand on coupe tous les 40 ans au lieu de tous les 80 ans, on fait tourner le matériel. Et donc on est dans une espèce de fuite en avant où le discours prôné par ces coopératives aux propriétaires forestiers, c'est vous devez faire des coupes rases. Ensuite, quand on a fait des coupes rases, il faut arracher les souches, d'autres machines qui sont énormes aussi. Et puis ensuite, le sol est impropre à faire pousser des arbres. Pas de problème, on va vous vendre une nouvelle prestation qui s'appelle le sous-solage. On va aérer le sol. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On vend du travail que la nature pouvait faire toute seule. On vous le vend en 3 exemplaires et ça fait tourner ça remplit la cagnotte. Clairement, en Chartreuse ou dans le Jura, les propriétaires font une coupe rase, ils sont amenés sur la place publique, ils se font lyncher. C'est pas admissible une coupe rase de façon paysagère en fait. J'ai encore en mémoire une intervention de l'ancien directeur du CRPF, directeur régional du CRPF en préfecture de la Corrèze, disant qu'en 60 ans, on pouvait reconstituer une forêt intégralement. Ça, c'est un point de vue très intéressant. C'est un point de vue de technicien, c'est la culture ingénieur, c'est la culture démurge aussi, c'est-à-dire celui qui croit qu'il peut refaire le monde. Alors nous ne partageons absolument pas ce point de vue. En 60 ans, nous referons certes une forêt de rapport, une très belle forêt, voire de haute futée, fréquentée largement par les sangliers et les cerfs, et rien d'autre. Mais nous ne referons pas une forêt en tant qu'écosystème forestier tel que nous l'entendons nous. Parce que quelle place fait-on dans ce genre de reboisement aux arbres sénescents, aux bois morts au sol, à la faune et à la flore finalement, à tous les niveaux, à tous les étages, dans l'humus, dans le vieil arbre, sur l'arbre également. Quelle part fait-on dans cette forêt à tout l'écosystème, à toute la biodiversité faune-flore? Aucune. C'est un rêve, c'est un artifice que de dire qu'on peut refaire une forêt en 60 ans. Alors les propriétaires n'ont pas d'autre discours, il n'y a pas de contre-pouvoir, on est dans un monde ici de parole unique. C'est la seule façon de faire, mais c'est pas pareil partout en France et dans le monde. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas de culture forestière, c'est tout nouveau dans la région. Ici, ce qui se passe là, donc une coupe rase dans une pente avec toute la terre qui va filer dans la rivière, donc acidification, il n'y a plus de truites, puis c'est une catastrophe qu'on est en train de construire à petits pas, ça ne peut pas se produire ailleurs. Ici, la terre n'a pas de valeur pour certains, et puis on bafoue tous les aspects de la nature, hormis la production de bois. Ce type de gestion trouve sa justification dans la nécessité de maintenir l'économie de la filière bois.
Le diktat de l'économie, les impératifs industriels, les besoins de la société, l'héritage d'une forêt construite pour la production, doivent-ils nous empêcher de seulement imaginer d'autres façons de faire ? Après-guerre, face au dépeuplement du plateau, une politique de reboisement encourage financièrement la plantation forestière. Pour les propriétaires de l'époque, novices en sylviculture, cette opportunité a paru judicieuse, ce qu'on peut comprendre. Mais aujourd'hui que ces plantations sont arrivées à maturité, n'est-il pas temps d'envisager d'autres modes de gestion ? Plutôt que de tout miser sur l'exploitation intensive, qui même économiquement n'est pas tenable sur le long terme, n'est-il pas possible de choisir d'autres options qui combineraient plus harmonieusement les fonctions productives, écologiques et sociales de la forêt ? Depuis le début de mes recherches, j'entends parler de Lucienne, de son énergie et d'un groupement forestier hors du commun, le groupement de sauvegarde des feuillus du Morvan. Créé par l'association Autun-Morvan Écologie en 2003, le groupement se bat pour sauver des hectares de forêt de l'exploitation et de l'enracinement intensif. Ce groupement d'amoureux de la nature, construit sur une éthique associative, est un cas unique en France. Il rassemble des particuliers qui achètent et gèrent collectivement des forêts selon des méthodes écologiques et rentable. C'était irrésistible, nous sommes partis en force rencontrer Lucienne à Autun. Lorsque vous parlez d'une gestion industrielle, vous raisonnez à la parcelle. Ça veut dire que, voilà, on va vous dire, vous avez tant d'hectares, ben voilà, on vous achète le bois sur pied à tant l'hectare, et donc on vient avec le bulle, on vous rase tout, et après il y a des replantations artificielles. Lorsque vous faites une gestion écologique, vous raisonnez par pied d'arbre, c'est-à-dire que voilà, vous avez quelques arbres qui sont marqués d'un point rouge. Nous, on a notre expert forestier qui est venu, qui a martelé, ça s'appelle, les arbres qui se proposent d'exploiter. Donc, parce que, par exemple, là-bas, vous avez le petit qui gêne l'autre, il y en a un ici qui empêche l'arbre de se développer parce que la lumière ne revient pas assez. Et donc, c'est toute une technique et une compétence qui se perd de plus en plus lorsque vous parlez exploitation industrielle. La méthode ProSylva est un mode de sylviculture qui se veut respectueux des processus naturels des écosystèmes forestiers, tout en étant économiquement viable, voire plus rentable que d'autres modes de sylviculture, intensifs et peu sûrs face aux aléas qui peuvent affecter les forêts ou même face aux fluctuations du cours du bois. C'est la méthode utilisée par le groupement de sauvegarde des feuillus du Morvan. Philippe Benoît, membre fondateur de la méthode ProSylva, était avec nous chez Lucienne. Alors, une méthode alternative de gestion de la forêt. Premièrement, vous ne trouverez pas ça dans les manuels. Deuxièmement, vous n'apprendrez pas ça dans les écoles forestières, sinon l'école forestière va fermer dans les 15 jours suivants. Je vais m'expliquer et vous allez comprendre très rapidement. En 2 secondes, je vous fais un schéma sur la synthèse de la sylviculture. On a une plantation, on part de l'âge 0. Il y a une montée en croissance, une courbe de production, et à 40 ans, on décide de tout couper. Voilà ce que la forêt a produit. À 42 ans, on repart à 0, on reprend la même courbe, et 40 années plus tard, on recoupe tout. Dans toute cette partie-là, il n'y a pas eu de production. Dans toute cette partie-là, il n'y a pas eu de production. C'est plutôt que de couper les arbres, le blé en herbe à 40 ans, on continue à les laisser sur pied jusqu'à 80 ans, par exemple. À 40 ans, on a un arbre, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le cours primaire à l'école primaire. On a un arbre qui... Il suffit pour le calcul du volume de mesurer la surface de base, de multiplier par la hauteur. Un arbre qui peut osciller, dont le volume peut osciller entre 1 mètre cube et 2 mètres cubes. En le laissant 40 ans de plus, le même arbre va continuer à grossir. Il peut mesurer de 6 à 10 mètres cubes. Donc la production est bien supérieure
quand on évite de faire les coupes rases. Et cette solution-là, c'est une technique qui est assez peu utilisée dans le Limousin. Malgré tous les discours qu'on nous fait sur la biodiversité, sur plein de choses et sur le Grenelle et tout ça, on va pour la forêt, et je pense que c'est pas que pour le Morvan, la forêt, on va pas du tout dans le bon sens parce que moi je reviens aux méthodes Prosilva. Mais non, ça c'est une alternative formidable et qui est pas anti-économique. Nous, le groupement forestier, on n'est pas une entreprise philanthropique. On a vendu du bois l'année suivante là, à Ligny pour 22 000 euros pour 28 hectares de forêt. On a vendu pour 22 000 euros de bois. Et vous passez sur la forêt, elle est magnifique. On n'a même pas l'impression qu'on a coupé du bois. Et donc ça, c'est quand même pas difficile d'aider à l'avancée de telles méthodes pour y trouver la solution. C'est pas une méthode qui se traduit en statistiques, en chiffres. C'est une sensibilité qui fait appel à l'observation. Alors c'est pas la voie de la facilité. C'est pas accessible à tout le monde dans la mesure où on n'a pas d'abac, on n'a pas de plan bien défini. Il faut observer et puis observer et s'adapter. C'est bien joli de dire il ne faut pas faire de coupe rase, mais qu'est-ce qu'on fait quand les arbres ont 80 ans? Eh bien, c'est pas compliqué. Quand ils ont 80 ans et qu'on les a suffisamment éclaircis, la nature a horreur du vide. Ils ont déjà fait des enfants, des enfants, c'est-à-dire des semis, des petits arbres, quand ils avaient 40, 50, 60 ans. Ces arbres-là ont poussé. Ils peuvent mesurer 10, 15, 20 mètres de haut. Donc, à 80 ans, on proscrit à nouveau la coupe rase et on repart avec tout ce qui a poussé autour, avec les plus petits et les plus jeunes qui ont poussé à partir de la 40e année. Donc la coupe rase, on n'y pense plus puisqu'on a une forêt qui se pérennise toute seule, on enlève des gros arbres, la forêt ne disparaît pas pour autant, on enlève un arbre, ça ne se voit pas, il est tout de suite remplacé par son voisin qui est un peu plus petit. Il n'y a pas d'interruption dans l'acte de production tel qu'on le fait avec la sylviculture conventionnelle qui nous laisse des investissements pendant 20 ans et puis un trou de production pendant 30 ans. C'est d'une stupidité rare. On nous faisait souvent passer et dire « Oh oui, mais les écolos, les petites fleurs, les oiseaux, de toute façon, ils critiquent, mais ils proposent rien, ils n'y connaissent rien, économiquement, ils n'y connaissent rien. » Et donc, moi, j'en avais un peu assez d'entendre ça à toutes les réunions et de nous faire prendre un peu pour des éluberlus parce que voulait défendre la nature en forêt. Et le groupement, ça nous permet de communiquer là-dessus et d'être considérés comme des propriétaires à part entière et comme des partenaires propriétaires à part entière dans toutes les réunions où les commissions participent maintenant. Et ça nous a donné un poids par rapport au discours qu'on n'avait pas avant. La première acquisition du groupement forestier de sauvegarde des feuillus du Morvan, en partenariat avec la mairie d'Autun et le Conservatoire des sites naturels bourguignons, a permis de sauver de la coupe rase les 270 hectares de la forêt de Montmain. Aujourd'hui, le groupement est propriétaire de 106 hectares, achetés collectivement par des gens sensibilisés par l'association Autun-Morvan Écologie. On n'est pas un organisme de placement, donc on ne fait pas appel du tout à l'épargne. Les gens volontairement rentrent dans le groupement forestier et sont associés, mais les achats sont collectifs, c'est-à-dire que si vous êtes propriétaire de pas, vous n'avez pas une petite parcelle identifiée à votre nom. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est vraiment du développement durable, puisque les gens collectivement, ils sont conscients qu'ils participent à une opération collective. Voilà. C'est bien gentil intellectuellement de parler de méthodes alternatives, mais il y a deux freins essentiels. Il y a un frein technique, physique, géographique, etc. C'est le morcellement. On pratique une technique un peu différente dans une forêt de 250 hectares par rapport à une parcelle qui ne ferait que 4 hectares. On peut dire que gérer une parcelle de 4 hectares selon des principes proches de la nature, c'est extrêmement difficile. Le deuxième écueil, il est humain. Les gestionnaires n'ont pas envie de s'encombrer avec d'autres méthodes que
que le bulldozer et puis la tête d'abatteuse. On va vous dire ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Ça ne marchera pas parce que ça ne marche pas. Alors ça, c'est extrêmement scientifique comme démarche et comme réponse, alors que partout ailleurs, on a démontré que ça fonctionnait très bien. Des combats comme ceux portés par ce groupement forestier sont d'autant plus rudes à mener que le schéma régional de gestion sylvicole permet aux propriétaires, aux experts et aux coopératives de présenter à peu près n'importe quel plan de gestion sans craindre qu'il ne soit refusé. À moins qu'il ne prévoie la plantation de baobab, il y a peu de chances qu'il ne soit pas conforme aux règles du schéma régional. En effet, celui-ci protège clairement la liberté d'entreprendre du sylviculteur. C'est ce qui a permis, par exemple, cette coupe rase de 150 hectares de feuillus, dont on nous montre ici les restes. Moi, je suis un peu partout dans le pays de l'Autunois Morvan, à l'Agenda 21, au parc Alter Bourgogne, à la commission régionale des produits du bois. Et là, c'est pour ça que c'est inquiétant. Et que je pense que maintenant, seule une politique forestière haute, beaucoup plus restrictive et réglementée, pourra faire changer les choses. Parce que ça fait peur à tout le monde. La forêt, vous parlez de la forêt, mais aucun élu ne prend ce... Et le parc, c'est une poignée d'élus. Et le parc, ils sont conscients du problème. Partout, on vous dit, bah oui, Madame Aez, il y a un problème, les préfets et tout, on vous dit, bah il y a un problème, même en haut lieu au ministère de l'Environnement. Et ben qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, bah oui, mais bon, on n'a pas d'outils. Donc on a des propositions toutes simples, justement. Notamment d'inscrire dans la loi forestière l'obligation de laisser 25% de bois mort en forêt. Voilà. Ça permettrait d'avoir un élément quantitatif qui aurait un impact très important. Un autre élément qu'on demande, c'est de créer 10% de forêts protégées réellement en France, dans lesquelles on ne fait pas d'exploitation. Alors bien sûr, ça veut dire des parcs nationaux, mais également à des échelles plus petites. Laisser quelques îlots dans les forêts privées ou les forêts publiques d'arbres que l'on n'exploite pas. C'est très intéressant au niveau de la biodiversité. Et ça, on aimerait que ce soit des mesures qui soient inscrites dans la loi forestière, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est le principal levier pour nous. Les certifications, comme on l'a vu, c'est du bidon. Et en plus, ça ne s'applique pas à tous les propriétaires. La loi, ça s'applique à tout le monde. Et en France, elle n'est peut-être pas parfaite, mais au moins elle est appliquée. Dans les pays tropicaux, c'est pas la même histoire. Donc, utilisons la loi, améliorons la loi forestière pour faire en sorte qu'on ait plus de bois mort en forêt, qu'on ait des forêts qui soient mieux protégées, des forêts diversifiées, et utilisons d'autres outils politiques pour orienter la gestion forestière vers des bois de qualité, vers de la transformation locale, plutôt que vers l'industrialisation des coupes rases pour faire du papier ou des choses qui en fait sont peu importantes, quoi. Et pour faire bouger ça, il faut que les gens s'impliquent. Donc il faut que les gens comprennent. Une manière de comprendre et de s'impliquer? Les Amis de la Terre ont mis en place un site internet qui offre une multitude d'informations à tous ceux qui s'interrogent et cherchent à savoir ce qui se cache derrière les entreprises, les produits et les labels. Rendez-vous sur www.ecolo-bois.org. Retour sur le plateau de Millevaches. Il n'existe pas pour l'instant de groupement similaire à celui que nous avons rencontré. Par contre, nous connaissons l'impact d'une gestion industrielle de la forêt. Nos magasins, sans attendre, se sont remplis de produits canardés de labels en tout genre. Et nous, ici, qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi le propriétaire, avide de conseils, n'entend-il parler que de gestion intensive? La voie est ouverte, et ce qui se passe dans le Morvan pourrait voir le jour ici et faire la démonstration que l'on peut mettre en œuvre une autre approche de la forêt et que l'écologie n'est pas incompatible avec une autre économie. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour montrer un peu ce qu'on fait et vous parler du problème. Donc, vous pouvez nous solliciter à l'avenir et puis amener des carentiers pour voir ce qui se passe dans les forêts du groupement. Ce sera avec plaisir. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de suspicions qui montrent que le PEFC est une passoire à gros trous ou un entonnoir commercial. C'est-à-dire que la politique du PEFC, c'est rendre les choses les plus simples possibles, sans contrôle, pour certifier tout ce qui bouge. Donc,
on s'est dit, bah, puisqu'ils veulent certifier, on va leur donner des choses à certifier et on va voir quelles sont les limites du PEFC. On ne les a pas trouvées encore jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a téléchargé PFC Limousin, donc un document d'adhésion du propriétaire forestier. Qu'est-ce qu'il nous demande pour faire certifier quelque chose? Je n'ai pas dit une forêt. Alors, un nom, le mien. Ensuite, il me demande est-ce que je suis propriétaire ou représentant du propriétaire. Dans mon cas, je suis ni l'un ni l'autre. Donc, je barre. Ça n'empêche pas d'être certifié. Ensuite, on me demande où sont situées là où les forêts certifiées. Alors, commune et Moutier, donc en Haute-Vienne, à côté d'ici, 0,78 hectares. C'est tout ce qu'on me demande. On ne me demande pas où c'est. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de contrôle là-dessus puisque le PEFC ne sait pas ce que je veux faire certifier. Il a juste la commune et la surface. Ce n'est pas suffisant. Alors, pour aller un petit peu plus loin, moi, je leur ai mis les références du cadastre. Donc, référence C01 423. S'ils cherchent un petit peu, voilà ce qu'ils vont sortir. Et pour pas qu'ils cherchent, je leur ai annexé. Donc, l'image du cadastre, ce qu'on voit ici, donc les 7800 m². Et là, c'est un supermarché. Et là, c'est une station-service. Donc, ce que je veux faire certifier, c'est un parking de supermarché et une station-service. Au passage, qu'est-ce que ça me coûte? Donc, 55 centimes d'euros par hectare. J'ai moins d'un hectare. J'ai arrondi généreusement à 55 centimes. Et 11 euros de frais fixes. Donc, j'arrive à 11,55 €. Je fais le chèque et je le renvoie. Ça, le 3 octobre 2010. Qu'est-ce qui se passe ensuite? À ma grande surprise et à mon grand désespoir, le 20 octobre 2010, donc 2 semaines plus tard, nous avons bien reçu votre bulletin d'adhésion. Nous avons le plaisir de vous adresser votre confirmation d'adhésion à la certification avec un numéro unique qui représente que mon parking du supermarché est certifié. Donc, ça veut dire qu'avec 5 minutes, 55 centimes plus 11 euros, j'ai fait certifier un parking de supermarché et station-service sans qu'il n'y ait aucun contrôle. Alors pourquoi cette démarche? Pour montrer les limites du PEFC. Pour aller un petit peu plus loin, ben on leur a présenté cette démarche. Donc j'ai appelé le PEFC, on s'est donné rendez-vous, je leur ai montré ça. Donc ils ont ça dans les mains depuis quelques mois maintenant. Donc le but n'est pas de détruire le PEFC, le but, ça serait que le PEFC évolue et fasse du bon travail. Actuellement, il y a une révision de la charte, donc des chartes régionales sont transformées en, le terme n'est pas une charte, c'est un schéma directeur national qui est en discussion aujourd'hui, qui coince pas mal, parce que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup trop d'industriels là-dedans. Et si cette charte, ce schéma national qui va nous engager pour 5 années, pouvait amener des avancées qui tiennent compte de l'environnement, ça serait une excellente chose, quoi. Ce qui puisse nous arriver de mieux, c'est que le PEFC se mette à faire du bon boulot, quoi. Et en tant que consommateur, on a des actions à faire, quoi, probablement.